Vous êtes avec Gabriela Desbiens-Richard Et Jason Saint-Amour. et vous écoutez Sommelier en cavale. Bonjour! Donc, nous revoilà pour un 8e épisode de Sommelier en cavale. Oui, bonjour Gabi, on est vraiment content de vous retrouver ici Oui. au Blanc-Bec, là où tout a commencé, mais où c'était seulement audio, fut une époque. Oui, fut une époque. Donc, nos derniers épisodes ont été filmés à la bibliothèque de l'ITHQ. On les remercie d'ailleurs pour... Notre club de lecture. Oui, pour leur accueil. Mais on est de retour dans nos studios originaux. Exact. Donc, aujourd'hui, au menu, on vous a préparé deux belles chroniques, comme à l'habitude. Est-ce que je peux parler au sommelier avec toi, Gabi? Et ma nouvelle chronique, parce que je change de titre à chaque fois, intitulée « C'est le temps des vacances ». Oui, donc par la suite, on reçoit M. Tin Nguyen pour nous parler de saké. Et oui, ce fameux alcool de riz brassé japonais qu'on connaît, mais peut-être pas tant que ça, dans le fond. Alors, on commence tout de suite avec Gabi et ta chronique. Est-ce que je peux parler au sommelier? Alors moi, ce matin, j'avais envie de vous parler de vendange. OK, mais dans quel sens? Parce qu'on comprend bien que la vendange, c'est la récolte du raisin, mais encore. Bien, en fait, moi, je vais vous expliquer un peu les moments des vendanges, puis leur impact sur le produit final. Donc, on commence avec les vendanges en verre. Donc, ça, c'est le processus où on coupe des grappes non mûres parce qu'on veut que la vigne se concentre toute son énergie sur les grappes les plus belles, les plus importantes pour produire un produit plus qualitatif et non quantitatif. Donc, c'est ça. On veut vraiment avoir des beaux gros raisins, des belles grosses baies avec plein de composés phénoliques. Fait qu'on coupe les autres. Si tu me permets, Gabi, les vendanges dites régulières sont proclamées par le banc des vendanges, en fait, selon le cépage médian qui est le chasselas qu'on trouve en Suisse. Donc, ce cépage-là est considéré comme étant la médiane de la croissance des raisins, si on veut. Oui, exactement. Fait qu'on a fait la vendange en verre, puis là, on est rendu comme aux vendanges normales, si on veut. Donc, si le raisin est prêt avant le chasselas, on va dire que c'est un cépage qui est hâtif. Comme le merlot, par exemple, ou le céval blanc également, qui est un cépage hybride du Québec. Certains, il y en a qui peuvent être même prêts à être vendangés 90 jours seulement après la floraison, ce qui est très, très hâtif. Alors que d'autres vont être nommés des cépages tardifs, donc qui peuvent être... ça peut prendre jusqu'à 180 jours après la floraison, donc c'est comme le double, c'est vraiment beaucoup. Comme par exemple le Cabernet Sauvignon, même le Sangiovese aussi est considéré comme un cépage un peu plus tardif. Ce qui est important ici, c'est que quand le raisin est récolté trop tôt, il peut avoir des notes un peu vertes, donc un peu végétales, comme le poivron vert, même les asperges ou la feuille. C'est pas nécessairement un des arômes qu'on recherche dans le vin. Il y a certains cépages qui sont tardifs, que c'est ça. Si on récolte trop tôt, on aime moins ça, mais il y a un impact aussi avec le sol également. Quel cépage, c'est un cépage qui est tardif, bien, on va essayer de te mettre dans des conditions optimales pour que tu mûris le plus vite possible. Un sol un peu plus chaud. Un sol un peu plus chaud, alors que si tu es un cépage qui est considéré hâtif, bien, on va essayer de te mettre dans un sol qui ralentit un peu ta progression pour que tu puisses prendre le temps de vraiment bien développer tes arômes puis devenir un peu plus normal, si on veut, dans le développement de ta maturité. Alors, voilà. Puis d'un autre côté, si on vendange un peu trop tard, ben ça se peut qu'il y ait un peu trop de sucre dans ton raisin. Puis du sucre dans du raisin, on sait que ça donne de l'alcool au final. Puis il y a certains cahiers de charge de certaines appellations qui vont réduire, en fait, pas réduire, mais limiter le niveau d'alcool. Donc, ils disent, OK, pour tel vin, par exemple, ben ton vin doit titrer entre 12 et 14 degrés d'alcool, par exemple. Donc, si on a trop de sucre dans le raisin, bien, on va avoir un alcool qui va être trop élevé ou un taux de sucre résiduel trop élevé, ce qu'on ne veut pas non plus. Donc, c'est vraiment important de choisir le bon moment de récolte pour les arômes au final, puis le niveau d'alcool dans le vin. Exact. Puis le cahier de charge dans une appellation, c'est comme un peu le livre des règlements. Ouais. Parce que, oui, certaines appellations viennent contrôler le minimum et le maximum d'alcool auquel un vin peut titrer parce que ça influence le produit final, en fait. Ben oui, exactement. Puis suite aux vendanges qu'on dit normales, on a ce qu'on appelle les vendanges tardives. Donc ça, c'est quand on laisse le raisin surmûrir sur la vigne pour vraiment venir concentrer le sucre. Donc on veut faire un vin liquoreux ou du moins demi-sec. Bref, un vin avec du sucre résiduel assez important.
Donc, vendange tardive ou late harvest en anglais. T'aimes mon anglais? Incroyable, je sais. Quand vous voyez ça sur une bouteille, c'est sucré, en fait. Oui, c'est ça, c'est sucré. Ensuite, on a ce qu'on appelle les vendanges à sélection grains nobles. Donc, ça, c'est quand on vient sélectionner à la main les raisins les plus atteints de ce qu'on appelle la pourriture noble, donc le Botrytis cinerea. Le Botrytis cinerea, c'est un champignon qui s'attaque aux raisins, mais qui, pour certains cépages, ça développe des arômes vraiment magnifiques, comme le sémillon, le sauvignon blanc ou encore le chenin blanc, par exemple. Puis on reconnaît ce champignon-là dans les plus grands vins, notamment le Sauterne. Ah oui, j'ai justement une caisse de Château d'Yquem dans ma cave personnelle. J'en doute pas en tête. Dans le cas de ce type de vendange-là, on va la retrouver sous la mention SGN, donc sélection grain noble. Donc, il faut vraiment faire attention à cette mention-là. Puis, on peut faire jusqu'à 7 vendanges, en fait. Donc, vraiment, là, on va venir chercher les baies les plus atteintes. On va attendre quelques jours. On va retourner au champ, resélectionner les baies les plus atteintes. Donc, on peut faire ça jusqu'à 7 fois. C'est vraiment un travail de minutie puis de longue haleine, mais ça fait des vins qui sont incroyables. Si jamais vous avez la chance de goûter un vin atteint de botrytis, c'est vraiment un régal. Il faut vraiment sauter là-dessus, comme Jason l'a fait avec sa caisse. Donc, pour finir, j'avais envie de vous parler des fameuses vendanges d'hiver. Donc, pour nos vins de glace, qui sont autant réputés ici au Canada, mais également en Allemagne, donc connus sous le nom de Eiswein. Alors, on voit ici l'influence germanique et anglophone de Eiswein. Alors ici, on attend les gels hivernaux pour venir récolter le raisin. Puis souvent, on va attendre autour d'un minimum de moins 7 degrés quand même. Là. Puis ce qui est intéressant, c'est que le froid, en fait, vient créer une réaction de Maillard à l'intérieur du raisin, puis ça fait cuire le sucre dans le raisin. Et la réaction de Maillard, en fait, c'est la même réaction que ton steak a dans la poêle quand tu le fais saisir. Donc, c'est la réaction entre la chaleur, le sucre, les protéines qui explique le brunissement d'une viande lors d'une cuisson rapide. Exactement. C'est aussi ce qu'on appelle la cryo-extraction. Donc, pour un vin de glace, on peut laisser la baie sur la vigne jusqu'en hiver. Puis là, on va risquer les maladies, les intempéries de l'automne, les insectes, les petits animaux. C'est vraiment très difficile de faire du vin de glace. Mais on peut aussi faire de la cryoconcentration qu'on appelle. Donc ça, c'est qu'on vient... on fait la vendange, on récolte le raisin à maturité, puis on va venir le geler dans un congélateur pour venir forcer cette réaction de Maillard-là. Donc, certains producteurs appellent même ça du vin de glacière. Exactement. C'est sûr qu'ils disent de même, c'est un peu moins vendeur, mais c'est ça pareil. Donc, en gros, sur votre étiquette, on cherche les mentions vendange tardive pour avoir un vin sucré. On cherche sélection grain noble, donc SGN, pour avoir un vin qui atteint du Botrytis cinerea. On cherche vin de glace pour la cryo-extraction, pour ça que le raisin est resté sur la vigne à l'extérieur, ou vin de glace par cryo-concentration, qui est un raisin qui a été vendangé à maturité et gelé en glacière. Merci, Gabi, pour ta chronique. Ça fait plaisir. Mais là, moi, j'ai hâte d'être en vacances. Alors, on embarque sur ta chronique? Exact. Alors aujourd'hui, pour l'enregistrement, on est le 23 avril, mais je sens déjà l'été venir et j'ai mis ma chemise de lin pour me préparer mentalement au soleil et à la chaleur. Qui dit début de l'été, dit aussi qu'on prépare notre cellier en conséquence. Donc, on va tasser la caisse de Château d'Yquem pour un autre style de vin. Et donc, pour cette chronique, c'est le temps des vacances. Je vais vous parler d'un style de vin très apprécié durant la période estivale et j'ai nommé le rosé. Toi, Gabi, as-tu une relation spéciale avec le rosé? Je dirais que c'est parce que ça se boit trop bien. Ça se boit c'est bien. un peu toxique comme relation. Mais j'adore le rosé. La modération. Oui, à bien meilleur goût. Moi, Gabi, je dois me confesser aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, je m'étais fait une conception un peu négative du rosé car je l'associais en fait aux vins de piscine ou encore à des vins beaucoup trop sucrés que je buvais à une certaine époque d'implication dans le mouvement étudiant. Vive le cégep. Oui, le cégep. Et je parlais bien sûr du White Zinfandel de Gallo avec ses 40 grammes de sucre par litre. Puis j'ai eu la chance de déguster des rosés magnifiques qu'on va ici démystifier ensemble. Génial. Donc, une conception erronée que l'on a des vins rosés, c'est que c'est le résultat d'un mélange d'un vin rouge et d'un vin blanc. Mais là, on sait que
ben c'est pas ça. Non. Donc, veux-tu d'abord un peu nous expliquer la méthode d'élaboration d'un rosé? Yes, commençons par là. Donc, dans ma chronique à la découverte des sens, je vous ai dit la couleur, je vous ai dit en fait que la couleur du vin trouvait son origine dans la pellicule du raisin ou encore plus précisément des matières phénoliques qui se trouvent. Donc, la chair d'un raisin, si on le presse et qu'on en garde que le jus, en fait, ça devrait être théoriquement incolore et donc on obtiendrait un vin blanc. Pour élaborer un vin rosé, on prend des raisins noirs comme par exemple du Grenache, de la Syrah, du Cinsault et j'en passe, il y en a plusieurs autres. Les matières colorantes que l'on trouve sur la peau du raisin noir, en fait, on appelle ça les anthocyanes. On l'a déjà dit ici, mais je le répète. Donc, dans le processus de vinification d'un vin rouge, on garde les peaux dans la cuve de fermentation et il y a une macération où le jus prend la couleur du fruit. Donc, pour ne pas se rendre en fait à un vin rouge, il faut donc savoir maîtriser le temps de contact entre les peaux et son jus. Mais là, il y a 2 techniques de vinification, si je ne me trompe pas, pour parvenir à extraire la couleur sans que la teinte du vin soit trop prononcée. Peux-tu nous les différencier? Certainement. Donc, la première est celle du pressurage direct. Donc, comme un vin blanc, quand les baies de raisin arrivent au chai, on va les érafler, on va les trier et les amener en fait directement au pressoir. Donc, on va presser délicatement les raisins et en tirer que le jus. Dans ce processus, on libère un peu d'anthocyanes, en fait. Donc, il y a un contact léger entre le jus et la matière colorante. Le raisin, en fait, pas le raisin, mais le résultat donnera un vin faible en couleur et en structure. On appelle les rosés issus, en fait, de ce procédé de pressurage direct des vins gris, car leur robe est d'un rose pâle presque saumoné avec des reflets argentés. Pour donner un exemple, on peut passer au rosé de Provence, qui sont souvent d'une couleur vraiment très pâle. Côté marketing, la Provence, c'est souvent démarqué par ce type de rosé là, aux arômes vraiment de fleurs, de pamplemousse, fruits exotiques, abricots, melons. Vraiment la robe très pâle, super délicat, vraiment frais. Bref, on aime les rosés de Provence. Exact, on peut le voir dans ma description. Même des fois, dans les cahiers de charge de ces rosés-là, la couleur est évaluée. Oui, effectivement. Donc, si on veut que ça passe le test puis qu'on garde l'appellation, des fois, on se fie aussi à la couleur. Mais il existe une deuxième méthode, Gabi, qui est celle des rosés saignés. Je vous explique. Donc, tout d'abord, on débute comme si on faisait du vin rouge. Les raisins sont foulés et non pas pressés. Donc, on va simplement venir éclater les peaux. On les met dans la cuve en gardant les peaux. Et il y a une certaine période de macération à froid, c'est important, et non pas à chaud où la fermentation débuterait, où le jus prend la couleur en fait. Toutefois, avant que la fermentation alcoolique ne commence, on va soutirer une certaine partie des mous. Donc, quand je parle du mou, je parle du jus de raisin destiné à la vinification. Et donc, on va soutirer le jus de raisin de la cuve qu'on va ensuite fermenter. Ici, on obtient donc un jus plus coloré et riche en matière phénolique, en fait, comme des tanins, par exemple. On retrouve un peu de tanin dans des rosés. Toutefois, le jus n'est pas resté assez longtemps en contact avec les peaux pour que le vin soit d'un rouge profond. Ces rosés sont donc plus colorés, plus aromatiques et plus structurés. Moi, j'entends souvent chez la clientèle que les rosés plus foncés étaient plus sucrés. Mais là, on comprend que c'est pas nécessairement vrai. Non, pas du tout. En effet, en fait, un rosé de saignée n'est pas plus sucré qu'un rosé qu'on va dire gris. C'est seulement le processus de vinification qui explique la différence de couleur, mais c'est à partir des choix du vigneron qu'on va établir le taux de sucre résiduel dans le vin. Je donne quelques exemples. Des raisins avec plus de maturité, tu en as bien parlé tantôt, Gabi, auront développé plus de sucre, donc le vin pourrait être plus sucré à la fin. Ou encore, si on décide d'arrêter la fermentation alcoolique, donc la transformation des sucres et des levures en alcool à un stade plus précoce, alors les sucres n'auront pas été transformés en alcool. C'est là qu'on va avoir plus de sucre résiduel. Par exemple, là, je parlais de mon fameux Zinfandel à 40 grammes de sucre par litre. Ben, on a un taux d'alcool de 8,5 degrés seulement, par exemple. Autre possibilité, le processus d'ajout de sucre lors de la vinification qui s'appelle la chaptalisation, en fait, mais qui est en fait plus souvent proscrite dans les cahiers de charges des différentes appellations. Certains en ont recours, mais un beau vin qualitatif, il n'y aura pas nécessairement de chaptalisation. Donc, pour choisir un vin rosé selon notre degré d'appréciation du sucre, on est mieux de ne pas regarder la couleur, mais plutôt à l'étiquette sur les tablettes qui est beaucoup plus fiable, en fait. Ceci étant dit, il ne faut pas démoniser le sucre. Beaucoup de gens l'apprécient, c'est très bien comme ça, d'autant que ça reste des taux de sucre qui sont acceptables
Donc, dans le fond, on n'est pas nutritionniste non plus, Gabi, mais il y a quand même souvent plus de sucre dans un cocktail qu'on va se commander au restaurant ou au bar ou une boisson gazeuse commerciale, pour ne pas les nommer, que dans un vin ou dans toutes ces boissons. Et en fait, toutes ces boissons sont grandement appréciées tout de même par les consommateurs. Oui, la seule chose aussi, c'est qu'en gastronomie, quand on va souvent préférer un rosé sec à un rosé sucré en accord, parce que le sucre peut rapidement venir saturer le palais. Puis là, un peu, ça vient briser le reste du crescendo, un peu, si on veut, de l'accord mets et vins, puis de l'ascendance avec le plat. Exactement. Donc, le sucre peut venir écraser le plat. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Puis, il faut dire qu'il existe pas seulement des rosés de piscine là, sur nos tablettes, mais aussi des rosés de table qui sont délicieux. Personnellement, un vin qui m'a fait renouer avec ce style, c'est le Serrasuolo d'Abruzzo, qui est un rosé italien de la région des Abruzzes, donc élaboré à partir du cépage Montepulciano, qu'on peut aussi très bien trouver en rouge. Les vins de cette région sont délicieux et à très bon prix. Les Serrasuolo ont une robe rosée très profonde qui nous ferait presque penser à un vin rouge et qui nous rappelle en fait par leur fraîcheur des arômes floraux, des petits fruits aussi. C'est bon, c'est facile à boire. C'est un magnifique rosé par temps chaud. À la SAQ, il y a peut-être les cuvées là, de Francesco Cirelli que l'on peut trouver actuellement. C'est presque indisponible. On espère qu'elle reviendra pour le prochain millésime. Il existe aussi d'autres grands classiques comme les rosés en appellation Tavel en France. Et merci Jason pour ta chronique qui nous a aidé à démystifier un peu le rosé. Puis merci Gabi. Puis j'ajoute que le style rosé, c'est surtout en fait un vin de primeur, donc on va préférer boire en jeunesse. Donc il va arriver sur les tablettes de la SAQ vers la fin du printemps, dès le début de l'été. Ça va vraiment prendre des sections importantes. C'est pas un vin qui est destiné à la garde. On boit ça jeune, on boit ça frais, puis on a du plaisir. Exactement. Puis aucune culpabilité là-dedans. Et voilà. Alors, on est rendu à l'entrevue. Donc, bonjour, Tine. Salut, what's up? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir. Oui, on est vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Tu nous avais déjà reçu chez vous. Maintenant, c'est à nous de te recevoir à l'ITHQ. Je suis excité. Mais oui, mais là, on est vraiment intrigués un peu de parler de saké avec toi parce qu'on sent que les gens savent pas vraiment c'est quoi. Alors toi, Tine, tu es copropriétaire du restaurant familial Mikado Sushi, donc ici sur la rue Laurier, pas très loin. Tu as commencé ta carrière en vin comme sommelier de restauration en faisant ton WZ3 et tout. Puis là, tu t'es spécialisé pendant la COVID dans le saké. Pourquoi un peu? Peux-tu nous expliquer un peu ton processus? J'ai commencé ma carrière en vin. Et après ça, j'ai commencé à prendre restaurant. On a réalisé que le programme saké était un petit peu plus sur la côté SAQ. On voulait vraiment l'améliorer, mais on n'avait pas comme l'accès d'éducation pour avoir du saké. Avoir l'éducation en saké. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que durant la COVID, tout a tourné en ligne. Donc, c'était comme un blessing in disguise. Une des Sake Samurai ou comme Sake sommelier diplôme en Montréal, en Canada, a ouvert son WZ3 à Toronto, mais tout est en ligne et toutes les dégustations étaient à la fin pour une semaine. Okay. Donc j'ai sign up. C'était une cours de 4-5 mois environ. Okay. Je fais tout ça en ligne et après j'ai commencé ma carrière en saké. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le programme de saké a vraiment amélioré à Mikado. Et maintenant, on est super fiers d'avoir une des plus gros accounts en Montréal en saké. Donc, nos produits, on a beaucoup de sneak previews sur nos produits, qui est quand même super cool pour pas juste les clients, mais nos serveurs peuvent vraiment travailler avec des super belles produits à Montréal. Oui, ben, puis vous êtes très formateur avec vos serveurs aussi. Oui, notre programme d'éducation, on est vraiment... Au restaurant, c'est vraiment important que, pour nous, c'est pas le sommelier qui vend les vins et les sakés, c'est vraiment l'équipe, tu sais. Donc, notre programme d'éducation, c'est super, super intense. Je dis à tous mes serveurs et mes serveurs, s'ils font le W71, ils peuvent faire l'examen aujourd'hui et ils vont passer l'examen sur ils sont quand même super top en saké. Parce qu'initialement, au Mikado, avant que vous implantiez en fait ce programme-là, on était surtout sur une carte axée sur les vins, j'imagine. Oui, exact. C'était plus que sur la côté vin. C'est drôle parce que Carmen Caravaggio a fait notre carte de vin. Comme la première
real carte de vin. Il était fait par Carmen. Et ça vraiment juste... Il y a eu un snowball effect sur tout le programme d'alcool à Mikado. Usuellement, quand tu vas à un restaurant japonais ou même un restaurant asiatique, c'est pas vraiment la côté beverage qui tu vas là pour, you know what I mean? C'est vraiment une bière et un petit peu de tu vas là pour la nourriture. Là, exact, you know what I mean? Mais pour nous, on a vu un côté du business qu'on peut vraiment améliorer. Honnêtement, ça a super bien marché. C'était beaucoup de travail, mais... c'est clair. Mais it's paying off. OK, là, on a parlé un peu là, que pour devenir sommelier, là, on passe par les écoles hôtelières, W7, Court of Master Sommelier. Mais là, à Montréal, mettons qu'on veut devenir expert en saké ou on veut aller chercher des cours. On va où? Donc, moi, je fais des petits cours. Donc, si tu veux faire un petit cours, c'est pas comme une formation avec un diplôme ou tout ça, mais je fais des cours pour des événements et tout ça, pour les gens qui veulent vraiment juste comprendre le saké. Je pense pour un client ou juste quelqu'un qui est pas dans la restauration, qui veut juste comprendre le saké, quelqu'un comme moi ou des autres sommeliers peuvent vraiment comme juste expliquer comment voir ou juste comment chercher une bouteille, tu sais. Qu'est-ce qui arrive avec du saké, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont au SAQ, ils voient un price tag qui est comme plus cher, ils pensent que c'est ça qui va coûter moins, tu sais, mais c'est comme c'est pas le cas. C'est la même chose avec du vin. Tu peux pas shop avec un gros price tag et honnêtement, c'est super important de comprendre le produit avant que tu achètes quelque chose. Ouais, c'est clair. Aussi, le labeling. Qu'est-ce qui arrive maintenant au monde du saké, c'est que oui, il prend beaucoup de comme, effort sur la côté marketing. Mais il y a quand même des breweries qui sont super OG, qui mettent pas beaucoup de l'argent sur le marketing et c'est vraiment juste le produit. Tu sais? Donc, quand tu vas à SAQ et tu vois un produit, le label peut être un petit peu moins sharp, mais le produit peut être super bon. Tu sais, je veux dire. Donc, c'est super important que tu comprends le produit. Mais si tu veux faire comme un formation, mon coach, moi je dirais coach en saké, Michel Tremblay à Toronto, lui, il fait un Sake Scholar Course qui est accessible en ligne aussi. C'est super cool comment il l'a fait. Il t'envoie une batch, des petits vials de saké. Il t'envoie un batch, il fait tout le cours en ligne. Et c'est quand même intense. Moi, je dirais c'est équivalent du découvert à ETHQ. Donc quand même. C'est sa propre chose. Si vous voulez faire le W73, le problème, c'est que c'est pas toutes les années qu'il fait les W73. Et aussi, c'est en Toronto, donc c'est comme tu as besoin de travel chaque semaine pour les cours et tout ça. Et mais Michel Tremblay, c'est quand même la seule education, une prof en saké. Donc, si tu veux aller, c'est always available. Puis on commence ça, on commence ça ici déjà. J'ai le goût de dire, est-ce qu'on peut démystifier déjà l'élaboration d'un saké? Donc, première chose, quand ça vient du saké, c'est de comprendre les ingrédients en saké. Saké sur la côté premium, donc il y a toujours deux types de saké. Il y a un saké plus premium et un saké qui est comme table, comme saké à la table. Si tu vas à saké haut de gamme, il y a toujours juste 4 ingrédients, des fois 5. C'est riz, koji, l'eau et liver. Le koji, juste pour être sûr, dans le fond, c'est le champignon qu'on valide avec... le koji, c'est du riz avec du moisissure par-dessus. Le koji, c'est super important parce que c'est un petit peu moins comme le vin. Le saké, c'est fermenté en parallèle. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le riz est break down par l'eau. Non, attends, le riz est break down par le koji. Et ça crée du sucre. Et après ça, le sucre est pris par les liver pour faire l'alcool. Mais les choses arrivent en même temps parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu as trop de sucre et si tu as trop de sucre, qu'est-ce qui arrive? Tu vas avoir un saké qui est trop sucré. Si tu n'as pas assez, ta liver ne va pas avoir assez de sucre pour manger. Donc, les deux choses ont besoin d'aller comme extrêmement parallèles, qui devient un petit peu plus compliqué, ce qui est pour ça le price tag sur du saké, c'est un petit peu plus. Et la raison, c'est que
Et aussi, une autre chose, c'est que du saké, c'est toujours boire plus jeune. Donc, Ouais. la raison pour ça, parce qu'on ne met pas de sulfite dedans, c'est un produit extrêmement naturel. Ouais. À la fin du finition, quand on est fini avec toute la fermentation, on peut rajouter quelque chose qui s'appelle, qu'on peut rajouter un petit peu extra d'alcool. Donc, c'est comme un alcool extra proof. Si on rajoute ça, on enlève un mot qui s'appelle junmai. Junmai, ça veut dire pure rice ou riz pur. Donc, L'alcool fort s'appelle le Jozo de mémoire. Hein? Jozo, exactement. Donc, Jozo, c'est un alcool qu'on rajoute et ça enlève le terme junmai. Quand on comprend les 4 ingrédients, koji, riz, l'eau et liver, comme ça, on peut... Moi, quand je dis aux clients, comme quick crash course, ça translate, on a besoin juste de commencer avec le riz. Le riz, c'est la première chose qu'on commence avec. Si on regarde un grain de riz comme une œuf, par exemple, l'entour du grain de riz, c'est fait avec des protéines, des lipides, des vitamines. C'est pour ça que le riz brun, c'est un petit peu plus healthy, c'est un petit peu plus bon pour toi que le riz blanc. Mais ça translate un petit peu, c'est la même chose avec du saké. Avec du saké, que le riz brun va avoir la côté umami, va avoir des côtés un petit peu plus intenses, plus savoureux. Okay. Et quand tu manges du riz blanc, c'est un petit peu plus sucré, un petit peu plus délicat. Donc, le translation des deux, c'est vraiment similaire en saké, où si je polis le grain de riz environ à moins polissage sur le grain de riz, on va trouver des notes un petit peu plus umami, un petit peu plus savoureux. Okay. Si on polie le grain beaucoup, ça va être beaucoup plus délicat, un petit peu plus léger, je dirais. Ça, c'est intéressant. Je veux juste rebondir sur le côté umami parce que quand on a décrit les saveurs du vin, on a parlé des saveurs salées, bien que ça existe très, très peu dans le vin. On a parlé du sucre, on a parlé de l'amertume, on a parlé de l'acidité. On a un peu écarté l'umami parce qu'on le retrouve peu dans le vin. Mais là, avec le saké, l'umami, vraiment, c'est explosif. Là, on boit ça parce qu'on veut retrouver cette saveur de base-là. Comment toi, tu pourrais la définir, en fait, cette 5e saveur de base? Umami, c'était un terme qui était créé en 1908. OK, c'est jeune. Oui, c'est quand même jeune comme terme. Qu'est-ce qui est arrivé en 1908? Il y avait un goût de saveur qui a touché tous les coins de la bouche, de la langue. Donc, c'était coin en Japon et umami, ça translate à délicieux. Donc, ça donne un note un petit peu plus savoureux. Si on veut voir ça techniquement, adjectif, c'est savoureux. Okay. Exact. Si tu manges du champignon, si tu manges un steak, umami, c'est la côté les algues aussi, de mémoire, ouais. Les algues, exact. Fromage, ça touche tous les coins de la ouais. bouche. C'est fromage. Exact, c'est un côté savoureux. C'est quand même intense sur la palate. Okay. C'est moins sur la côté délicat. Donc, c'est pour ça, dans le monde de saké, on utilise léger ou umami, ou fruité floral, umami. C'est les deux côtés du saké. C'est comme les deux antipodes un peu, si on veut. C'est pas un simple... Certains le décrivent comme un simple mélange des saveurs de base entre sucré, salé, acide, amer, mais c'est plus que ça, là. Dans la exact. Définition, la définition, c'est vraiment comme toutes les notes touchées ensemble. Même... Il y a un côté enveloppant en bouche. C'est même une sensation aussi. C'est plus que juste une saveur. Une sensation qui vient. C'est juste bon. C'est juste délicieux. C'est délicieux. J'adore. Maintenant qu'on revient au polissage, pour se donner une idée, on était dans le riz. L'umami d'un côté, on a le côté fruité, floral, puis c'est comme un continuum, si on veut. Puis tu as le polissage du riz. Donc, plus ton riz est poli, plus tu t'en vas vers le fruité floral. Puis moins qu'il est poli, plus tu t'en vas vers sur le umami les notes céréales. Exact. OK, parfait. Donc, après ça, c'est le riz qu'on utilise pour catégoriser le saké. OK. Le saké, c'est brisé en 6 catégories. À un côté, on a les junmai. On a un côté qui n'est pas des junmai. Junmai, ça veut dire pure rice ou riz pur. Donc, on ne rajoute pas du jozo, on ne rajoute pas d'alcool extra à la fin. C'est comme ça on venait muter, par exemple, dans le vin. On vient muter le vin des fois avec un alcool, un spiritueux. C'est la même chose. Exact, c'est ça. Et après ça, c'est brisé en 70%, 60% et 50%. Donc, ça, c'est
combien de riz est-ce qu'on enlève du grain de riz. Donc, si c'est à 70%, on enlève 30%. Ouais. Le mot pour ça en japonais, c'est semi-buai. Donc, si on dit, OK, il y a un semi-buai de 65%, ça veut dire qu'on a enlevé 45. 45. 40, Ouais. 45? 45? 35? Non, 35. Moi, j'ai perdu les maths. Là. Non, 35. 35. 35. Ouais, Je pense que t'as raison, c'est 35. Hey. Ah, On a trop bu. maman, écoute pas cette partie-là. Ouais, donc on a enlevé 35%. Ouais. Donc, comment les catégories sont faites? On a deux côtés, Junmai, on a pas de Junmai. Et à 70%, à 60%, on a Hanjozo ou Junmai. À 60, à 50, on a Ginjo ou Junmai Ginjo. Et finalement, on est fini avec 50% ou moins, qui est Junmai Dai Ginjo ou Dai Ginjo. Donc ça, dans le fond, le Junmai Daiginjo serait comme le plus haut niveau, si on veut, qualitatif. Ouais, exact. Ça dépend. Des fois, honnêtement, on a des sakés qui sont sur la côté en Jozo Junmai qui sont super chers aussi. Par exemple, si on regarde le grain de riz comme le Omachi, par exemple, c'est un extrêmement gros grain de riz. Plus gros, ça veut pas dire qu'on peut enlever plus de grain de riz. Ouais. Ça veut dire que c'est plus prone à craquer. OK, Donc, on peut pas faire un gros polissage sur le grain de riz. Donc, typiquement, le Omachi, c'est fait pour des Junmai en Jozo, mais quand même, le Omachi, c'est vraiment juste 2,5% de production en le Japon. Omachi, juste pour... c'est le type de Le riz. type de riz, c'est exact. bon, juste pour... Donc, c'est pour ça que, typiquement, si on voit un saké fait avec du Omachi, quand même, le price tag peut aller un petit peu plus haut. OK. Mais en même temps, on peut trouver comme un Daiginjo qui est utilisé avec une graine de riz qui s'appelle Miyamanishiki. Miyamanishiki, c'est une graine de riz qui est faite il est fait en Hyogo. C'est comme le roi du saké. C'est 60% du... Hyogo, c'est... Hyogo, le préfecture Hyogo. Ah, OK. Ouais, désolé. OK, pour vrai? OK. Ouais, Ok, c'est quand même... It's a groaner. OK. Donc, le Miyamanishiki, c'est... non, pas Miyamanishiki, Yamanishiki. OK. Désolé. Donc, le Yamanishiki, c'est comme le roi du grain de riz. Donc, c'est vraiment comme le gros production. C'est un petit peu comme un chardonnay, par exemple. OK. C'est l'équivalent du chardonnay. Ouais, exact. Et ce grain de riz est vraiment facile à faire le polissage. Donc, on peut trouver des Daiginjo faits avec le Yamanishiki, qui est quand même le price tag, c'est un petit peu plus bas. Mais, donc, honnêtement, si tu veux quelque chose un petit peu plus floral fruité, on va sur la côté Ginjo Daiginjo. Si on veut quelque chose de plus umami céréal, on va sur la côté Junmai Hanjozo. OK. Comment ça marche? C'est Junmai Hanjozo, céréal, umami. On a Ginjo, floral fruité. Et après ça, à Daiginjo, on commence à trouver des choses un petit peu plus exotiques. OK. Litchi, sakura, on en avait goûté un avec toi qui était goûté très... C'est complètement renversant des fois. Ouais, c'est fou, là. Puis moi, ce qui m'avait le plus... là, je m'en vais un peu ailleurs, là, mais il y a un type de saké qui, au nez, on sent presque rien. Puis en bouche, c'est comme l'explosion de saveur, là. Puis je trouvais ça super intéressant parce que, de mémoire, en fait, tu me diras si je me trompe, c'est ce type de saké-là, en fait, qui, pour eux, le nez est comme une distraction. Ouais, donc à la dégustation. Exact. En Japon, c'est... En Japon, il y a des préfectures en Japon qui, pour eux, le nez, c'est une distraction pour le palais. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand on sent le saké, c'est beaucoup plus muted. Ouais. Et après ça, mais quand ça hit la palette, c'est une explosion de flaveur. Ouais, je me souviens, on en avait goûté un, puis ça m'avait jeté à terre. Ouais. C'est fou parce que tu sens, t'es comme, tu sens comme pas grand-chose. Puis t'es comme, OK, ça va être normal, je sais pas, tu sais. Puis là, tu goûtes ça, moi, ça m'avait vraiment choqué. Puis tu sais, j'essaie de faire un peu un parallèle avec le vin, là, tu sais. T'as un vin, puis tu sens rien, là, t'es comme, hop, là. Souvent, ça va être un défaut direct. Ça va être un défaut direct, alors que là, c'est ce qu'ils recherchent, tu sais. C'est quand même fou, là. On parle un peu des prefectures, excuse-moi, je t'ai coupé, mais prefecture, en fait, juste pour qu'on complète, là, c'est un peu comme pas une province, mais une région, un département, un peu dans ce ouais, exact. C'est vraiment comme je veux pas dire des cépages, mais c'est vraiment comme
chaque préfecture fait leur propre saké qui fait leur style basé sur la nourriture qu'eux, ils font. Quand on check le vin et le saké, il y a des choses qui sont vraiment similaires et on trouve des choses qui sont vraiment différentes. Ouais. Une des choses qui sont le plus différentes pour moi, quand j'ai appris le saké, c'est que la finition du saké, on essaie de trouver une finition beaucoup plus courte qu'en vin, ou en vin, on va avoir une finition super longue. Une finale très longue. Exact, qui reste sur la palette. La raison pour ça, c'est parce que quand on mange une omakase en Japon, ou juste une omakase en général, on trouve un service, un repas de 15-16 services des fois. Et si on a une finition qui est tellement longue, on ne veut pas le premier verre de saké, on ne veut pas trouver la finition sur le premier verre de saké sur la 6e service. C'est ça. Donc on veut ça couper right away. Ouais. Et comme ça, on peut toujours avoir un super bel pairing. Saké. Exact. Dans le fond, le omasake, pour ceux et celles qui écoutent et qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme une dégustation, 16 services de petites bouchées. Donc, ça peut être des sushis ou des sashimi ou peu importe. Mais c'est vraiment comme une petite bouchée. Puis après ça, on passe au prochain service, petite bouchée, prochain service, petite bouchée. Fait que vu que c'est juste tout petit puis que ça se mange très rapidement, ben on veut que le saké qui est en accord saké et mets, si on veut, ben finisse. On prend la gorgée, on prend notre bouchée, c'est fini, on passe à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on veut pas qu'il y ait une finale super longue, parce que sinon, ça clasherait. T'sais. Exact, c'est ça. Puis moi, je reviens un peu sur l'élaboration du saké. Gabi, tu avais eu en fait, c'était ton masterclass là, aussi, ici à l'ITHQ, dans un de nos cours. Puis une chose, moi, qui m'avait frappé aussi, c'est il y a comme toute une tradition, en fait, dans l'élaboration du saké. C'est un mode de vie, je pense, aussi, quand même élaboré. Je pense que c'est quoi? C'est 6 mois durant l'année? Ben, c'est les factories qui sont un peu plus traditionnelles, là, si on veut, là, qui font vraiment du saké de façon traditionnelle, de façon comme ancestrale, si on veut. Là, c'est vraiment 6 mois, parce que j'ai écouté le documentaire. T'as-tu la référence, bon, peut-être? The Birth of Sake. Okay. Si vous réussissez à le trouver, c'est incroyable. Ça m'a pris quand même un bout avant d'être capable de le trouver sur Internet, mais j'ai réussi. Ouais. Mais, c'est un super bel documentaire. C'est tellement un bon documentaire. Là. Ça c'est vraiment bien filmé. Ça capture tellement l'essence du saké. Puis c'est ça, les gens partent 6 mois dans l'usine, si on veut, ou dans le brewery, en fait, la brasserie, parce que le saké, c'est ça. Le saké, c'est un peu comme la bière, c'est un produit qui est brassé et non comme le vin. Différence, là, ici, à voir. Puis, ils passent 6 mois dans la brasserie, puis après ça, 6 mois qu'ils reviennent dans leur famille pendant l'été. Donc, c'est quand même intéressant, parce qu'ils font le saké en hiver, en fait. Le saké, c'est toujours fait en hiver, parce que le riz, c'est toujours comme poussé durant l'été. OK, fait qu'ils récoltent le riz comme à l'automne, puis à l'hiver. En septembre, en août, septembre, c'est là que le riz est vraiment comme fait cultiver. Et après ça, le saké est fait en hiver. La raison pour ça aussi, c'est parce que on a beaucoup de riz et durant la procédure de faire le riz, on veut... Il y a des étapes du production où on a besoin de cool down le riz comme super intense. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la fenêtre. On ouvre la fenêtre. Facile de même. Ouais. C'est quoi la réalité maintenant sur le marché du saké? Est-ce qu'on retrouve davantage de saké issu de processus industriels ou de saké encore artisanal comme ça? On peut trouver les deux. Le saké, quand ça a commencé, c'était vraiment quelque chose c'était vraiment quelque chose comme en Japon. Maintenant, on trouve ça partout. On a une brasserie qui s'appelle Le Soto en Toronto qui a juste ouvert, ça fait, je pense, 5-10 ans. Il y avait une brasserie en New York qui a juste ouvert. Le brewery Masumi qui commençait à Nagano et après ça, ils sont bougés à Suwa. Ils sont en comme... Works en faire une production en New York aussi pour le faire un petit peu plus accessible sur notre côté du monde. Oui, c'est ça, parce que comme tu disais, vu qu'en fin de production, on met très peu d'ajouts pour stabiliser le produit, si on veut, c'est une des raisons pourquoi on en a très peu au Canada ou au Québec, c'est parce que ça voyage moins bien. Ça voyage moins bien.
c'est juste la pasteurisation qu'on Ouais. fait. C'est pour ça qu'il y a un saké qui s'appelle Nama, qui n'est pas pasteurisé. Si vous avez la chance d'aller au Japon et d'aller là juste après l'hiver, donc comme les mois des sakés, le mois de saké, quand toutes les breweries sont finies leur saké, il y a beaucoup de Nama qui sort. Sinon, au niveau du saké, Oh my God, c'est clair, c'est clair. c'est extrêmement plus lively, les notes sont ouais. vraiment apparentes, ça boit exactement comme une vin. Ouais. Quand tu fais une pasteurisation, oui, on détruit des notes un petit peu, mais ça fait accessible au monde. Ouais, mais comme le fromage, en fait. Exact, Ça vient comme le fromage. Ouais. Exact. Donc, Fait qu'en fait, le saké, c'est comme c'est de la bière, c'est du vin, puis c'est du fromage. C'est bien des affaires. ouais. Non, mais tu sais, dans le sens que on brasse comme la bière, on le pasteurise comme le fromage. On peut faire plein de liens avec tout. C'est quand même intéressant. Et on check comme le Black and Gold, par exemple. Tout le monde Ouais. connaît le Black and Gold, c'est ASAQ. La raison pour Black and Gold, Gengakan, Hakusuru, c'est parce que toute cette compagnie-là est faite en Californie. OK. Donc, Ouais. c'est une brasserie californienne qui le fait beaucoup plus accessible OK. ici. La différence entre premium saké haut de gamme et table saké, c'est que, par exemple, le Hakusuri, il y a un petit peu plus de, comme, il y a acidité lactique, acidité qui est rajoutée, il y a un petit peu de ça qui est rajouté. Donc, si on départ des 4 ingrédients, ça devient comme saké à la table. Mais Black and Gold, quand même, super belle saké, vraiment bien accessible. Je dis à tous les gens, beaucoup de gens pensent que, tu sais quoi, c'est Black and Gold, c'est fait en Californie, donc c'est beaucoup plus bas gamme. Mais si on va à saké et on check une saké, les chances que le Black and Gold, c'est beaucoup plus jeune que les autres sakés, c'est mieux. Donc, moi, je dis aux clients toujours, comme si tu vas à saké, pas une Black and Gold, quand tu vas à Mikado, Goûte quelque chose de plus. Okay. Parce que toutes nos bouteilles sont plus jeunes qu'une an. Donc, Okay. ça, toujours une an. Quand nos bouteilles passent une an et demie, on fait un goût, on fait comme un petit tasting. Ouais. Si ça passe pas en bouteille, on les met en cocktail. That's it. OK. Ouais. Ah ouais, hein? Parce que vous êtes en importation privée, en fait. Vous passez. Exact. Nous, on fait juste importation privée. Je travaille avec beaucoup d'importateurs à Montréal. Une des plus grosses, c'est Métropolitain. Eux, ils ont une super belle carte. Ah ouais, hein? Mais les produits sont extrêmement frais. Le turnover, c'est extrêmement beau, extrêmement vite. Oui, ça, parce Donc, qu'on fait pas vieillir tant que ça, un saké. On peut vieillir le Ok. saké. Ça s'appelle Koshu. Koshu, ça veut dire saké âgé. Mais saké âgé à 5 ans, c'est comme un vin âgé à 30-40 ans. Ah ouais, hein, c'est ça, ok. Ça pousse super Ça vite. vieillit très, très rapidement. Là. Super vite. Exact. Donc, Puis c'est quoi les différentes notes, mettons, quand tu dis Donc, un saké vieilli? Un saké vieilli, on trouve les notes âgées comme right away. Donc, Ah on ouais, trouve hein? le tabac, on trouve le Ok. bois, on trouve le leather. Cuir. Cuir, on Ouais. trouve la cuir comme right away. C'est Ah super, ouais, super hein? intense. Ça marche super bien si on mange ça avec du chocolat ou si on finit le repas avec. Ouais. J'ai goûté à une saké qui était, je pense, 30 ans ou 40 ans. Like, oh my God, c'était comme j'ai macéré ma saké avec ma portefeuille. Ouais, c'était quand même super intense. Oh my God, OK. Fait que ça peut être quand même des arômes qui sont similaires au vin, là. Ouais, un peu quand même. Ouais. Parce que cuir, c'est un arôme qu'on retrouve beaucoup dans le vin rouge, Ouais. là. Et bien évidemment, mais... J'ai le goût qu'on parle un petit peu des accords, mais Ouais. avant d'aller sur les accords, je veux juste t'amener ailleurs, en fait. Comment tu définis un petit peu la relation des consommateurs québécois avec le saké? Est-ce que tu as vu une évolution? Ben là, bon, c'est sûr que vous avez une carte, un programme qui est quand même assez jeune, mais déjà, les gens, par exemple, qui arrivent dans ton restaurant, qui s'assoient, qui regardent la carte, est-ce que c'est des gens qui connaissent le saké ou c'est vraiment une introduction, c'est vraiment l'exploration tout au long du souper puis ils se laissent porter par les recommandations que vous faites? Donc, c'est tellement gros que tu me demandes ça parce que quand on a commencé notre aventure de saké à Mikado, ça a commencé durant la COVID parce que j'ai fait toute ma formation en COVID. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a un gros fenêtre sur Laurier. On a un gros fenêtre, on a ouvert la fenêtre et on a fait du take-out qui a super bien marché. Mais qu'est-ce qui a aussi super bien marché, c'est notre programme de saké durant la COVID. Ah ouais, Donc, ouais. qu'est-ce qu'on a fait, c'est que durant la COVID, tout le monde était chez eux. Donc, c'était un petit peu comme un événement d'aller chercher ta commande à Mikado.
On a fait des dégustations dehors, on a lancé des verres cool. dehors, on a fait des petits cours dehors. C'était super, super du fun. Ouais, c'est clair. Nos clients ont bien aimé ça. Oui. Et c'était comme la première introduction de saké à Mikado, de vraiment les dire à nos clients, tu sais quoi, on est ici, on a une vraiment belle programme de saké. Maintenant, on travaille super fort et on a donné des verres comme gratuits. C'était super vite. On a donné des petits shots à tout le monde en attendant pour leur verre. Après ça, quand on a ouvert le restaurant, usuellement, les markups on the low sont comme 2 à 3 fois en importation privée. Même à SAQ, c'est usuellement 2 à 3 fois. Mais pour nous, on a commencé ça, on a dit, tu sais quoi, c'est pas une question de faire l'argent, c'est une question d'améliorer les palettes des clients. Ouais. Faire connaître. Exact, pour les faire connaître. Donc, nous, on a fait notre markup comme 50%. C'était vraiment pas un gros markup. On a fait des palettes de saké. On a fait des palettes de saké qui est comme des flights de saké, trois petits verres. Donc, 3 petits verres qui étaient une verre. Et on a commencé à faire des petits quick crash course aux clients. Et ça a commencé en environ 2019-2020. OK. Maintenant, nos clients leurs palettes sont vraiment... On commence à trouver les gens qui viennent et disent « OK, je veux trouver est-ce que tu as un saké, un style Junmai fait avec le omachi ou je veux quelque chose un petit peu plus sur la côté vin comme un saké du Yamagata. On commence à trouver des clients, on commence à voir des clients qui arrivent avec une terminologie. Ouais, exact. Qui connaissent leur goût aussi. Qui sont exact, qui est quand même super cool, tu sais. Tu le vois chez tes clients, mais est-ce que tu le vois dans la population québécoise ou mondiale même, j'oserais dire? Est-ce que tu vois qu'il y a un engouement qui commence à Je pense. Mais non, mais là, dans le sens que, on voit de plus en plus, même en France, les grandes nappes blanches, ils commencent à mettre des accords de saké dans leur programme. Comment tu vois ça un peu, cet engouement-là sur le saké un peu? Moi, je pense que saké, c'est comme the next big thing. Ouais, OK. La raison pour ça, c'est parce que le vin naturel, il a pris un storm tellement intense, pas juste en Québec, mais comme dans le monde. Et saké, c'est un des produits les plus naturels que tu peux trouver. Oui. Donc, pour nous, on a vu le saké, c'est pas juste nous, mais comme le saké a commencé à vraiment comme pousser partout. Ouais. Et parce que le Japon et la France, c'est tellement proche à l'un à l'autre. Ouais. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on commence à trouver des comme winemakers qui commencent à faire du saké. Par exemple, François Chartier. Oui, exact. J'allais parler de exact. Par exemple, François Chartier qui a travaillé sur le côté Tanaka, qui a amené le notion de blender des grains de riz. Ouais. J'ai goûté à une de ces sakés, je pense le 89. Mais ça goûtait exactement comme un Bourgogne, un Pinot Noir Bourgogne. Il y avait extrêmement d'acidité. C'était quand même super sharp. Exact. Et comme saké, c'est vraiment weird de trouver, tu sais. Ouais. Puis juste revenir, en fait, sur certaines choses. Par exemple, à François Chartier, en fait, François Chartier est connu, en fait, pour un peu initier dans le monde de la sommellerie, ce qu'on appelle la sommellerie moléculaire. Donc, d'identifier les molécules dans le vin, de travailler sur les arômes. Puis, je pense que c'est un petit peu pour ça aussi qui s'inscrit dans... On a parlé de blend, en fait, qui est des assemblages. Donc, de prendre différentes variétés de riz, pour en faire, en fait, un produit qui est unique. Ce qu'on fait dans le vin à Bordeaux depuis des partout, siècles. Là. Mais voilà, fait qu'il y a comme des notions de sommellerie, de vinification à l'européenne que François Chartier amène avec ses partenaires japonais. Ouais. Fait que c'est comme, on dirait... C'est comme la sommellerie fusion, là. Je sais pas comment on dit la cuisine fusion, mais on va dire sommellerie fusion, mais même dans son choix de bouteille, là, c'est pas du tout une bouteille traditionnelle de saké, là. Je pense qu'il vend ça dans une grande flûte alsacienne, là. Ouais. Et ça a vendu comme super vite à SAQ. C'était fou. Comme si tu peux trouver une bouteille comme ça à SAQ, t'es chanceux. Ouais. C'est comme trouver du chartreuse vert maintenant. C'est impossible de trouver. Impossible. Mais je t'ai coupé dans ton élan, mais je pense qu'on allait tranquillement vers les accords. On était là-dedans un petit peu. Vous, en fait, c'est avec quoi vous jouez dans vos accords, dans vos différents services? C'est quoi les combinaisons gagnantes?
au Mikado, par exemple? Nous, on n'essaie pas de... On fait pas des choses outside the box. Ouais. Comme à la fin, like, at the end of the day, les clients sont quand même pas des experts en saké. Donc, on n'essaie pas de trouver des... Parce que oui, il y en a des Junmai ou Hanjozo, par exemple, qui sont faits extrêmement florales fruités. OK. On n'essaie pas de vraiment sortir outside the box. On fait ça umami sur les Junmai. On fait ça comme, tu sais, on suit les guidelines. Ouais. Comme ça, on peut vraiment avoir une base pour les clients. Quand ça fait un pairing avec la bouffe chez nous et la carte de saké, on essaie toujours de trouver un petit peu plus d'acidité dans nos sakés. Pas juste de trouver assez d'acidité. On essaie de trouver des bouteilles ou une section des bouteilles qui sont quand même vraiment similaires à du vin. Okay. Moi, j'ai une bouteille qui s'appelle le Zaku, qui vient du professeur Mier, OK. qui est fait avec du koji noir, qui donne un goût comme extrêmement côté vin. OK. Mais quand même, c'est juste de trouver des bouteilles de saké qui sont plus à côté vin pour montrer aux clients qu'on peut avoir un saké qui est vraiment palatable. Ben, puis faciliter la transition, j'imagine. Et de aussi, faire ouais. une belle transition entre saké et vin Vin et saké, à saké. ouais. Tu sais. Puis ton accord classique, mettons, tu sais, on sait qu'il y a un Sancerre avec fromage de chèvre, sauterne avec foie gras. Tu sais. On connaît un peu les accords classiques vin et mets, mais un accord classique saké et... Usuellement, si on fait comme Hanjozo, Junmai avec la viande, on fait Ginjo, Daiginjo avec du poisson. Daiginjo, on fait frais avec du poisson avec un petit peu plus de saveur. Ginjo, c'est un petit peu plus muted, donc on fait ça avec des poissons un petit peu plus délicats. OK. Mais le notion de pairing, c'est quand même la même chose avec du vin, mais c'est la même chose avec tout. Tu sais, c'est vraiment de trouver les notes qui trouvent ensemble. C'est comme la base de tasting, ça marche exactement avec toutes les beverages. À Mikado, quand on fait comme le formation de pairing, on commence toujours avec je touche même pas sur le pairing en saké. Ah ouais, Je laisse les profs faire le cours en pairing pour les vins parce que c'est beaucoup plus facile de comprendre. Et après ça, on fait une transition pour eux. Ils disent, OK, tu sais quoi, on fait l'acidité avec du gras, on fait moins d'alcool avec du... Des plats épicés. Ouais. Des plats épicés, OK, tu sais. Ouais, c'est la transition pour comprendre ce côté du saké, c'est beaucoup plus facile de les comprendre en vin, tu sais. Fait que, mettons, si j'ai une guédille au homard de la Gaspésie, j'y vais avec un Daiginjo. De ce que je comprends. C'est pas juste les catégories. Plus Moi, je dirais, si on trouve quelque chose, si on va avec le homard, on veut trouver quelque chose un petit peu plus de saveur. OK. Parce que le homard, il y a tellement de saveur. Ouais. Il y a un côté shellfish, donc peut-être on veut trouver quelque chose un petit peu plus salé. OK. On a goûté à une sur notre dégustation qui s'appelait le Aka, le Masumi Aka. Tu te souviens-tu, avec le label en rouge? Oui. Non, Oui, je me souviens. Celle-là, c'est fait comme un Kimoto. OK. Ouais, that's what it is. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met pas de levure dedans. Il fait tout comme un pied de cuvée, style. Pour faire tout est fait naturellement. Je rajoute pas de levure. Et qu'est-ce qu'il fait durant la fermentation? Il pousse, il comme bouge tout le saké over and over dans des gros casques. Des gros casques. Et ça fait une fermentation naturelle, mais ça pousse l'acidité. Donc ça le fait un petit peu plus à la côté vin. Au même temps, il fait un méthode du shibori où il met dans les sacs et après ça, il met les sacs sur le plafond. Après ça, ça commence à drip super lent. Ouais. Ça donne un saké un petit peu plus lively. OK. Donc, c'est là, moi, je dirais, mais c'est là, ça pêche super bien avec du homard, par exemple. OK. Ouais, donc, it's gonna kill me, that term. mais un des sakés qu'on a bu, je pense que puis tout le monde en est sorti. Le saké effervescent. Oui, le saké effervescent. Je pense que les gens ont parlé de ça J'en pendant une rêve. semaine. Le pétillant? Ouais. Ils ont tellement aimé ça. Là. C'est fou, réel. Oui, parce qu'il y a du saké pétillant, la gang. Ouais.
Peux-tu nous en parler un peu? Donc, du saké pétillant, je veux dire pédnade, mais c'est pas comme un pédnade, tu sais. Mais c'est comme le pétillant, c'est naturel. Mais c'est pas un pédnade. I'm just gonna get it all clear. Comment ce bouteille-là, il fait le pétillant? C'est que il commence la fermentation en tank. Et après ça, la fermentation, naturellement, ça va rajouter un petit peu plus un côté pétillant. Il fait la fermentation jusqu'à 10% d'alcool. Et après ça, il arrête la fermentation, il le met dans la bouteille et il continue la fermentation jusqu'à 13 à 15%. Fait qu'en fait, c'est la méthode ancestrale. Oui, exact. Oui, exact. Exact. C'est ça. On n'est va pas en diminuer méthode la champenoise. température. C'est ça. En diminuant la température, les levures vont comme arrêter de travailler, mais ils sont encore là. Il y a encore du sucre dans la bouteille. On embouteille. Ça se réchauffe, les levures recommencent à méthode travailler. ancestrale. Puis, exact. OK. Donc, ça rajoute des bulles et ça donne des bulles super têtes et ça fait un goût vraiment style champagne. Ouais. Mais champagne, c'est traditionnel, c'est pas la même méthode. Mais ancestrale, c'est quoi qui fait la méthode ancestrale? Quelle appellation? My God, c'est le fun parce que là, on est sur caméra puis on... Ouais, on cherche une OK, réponse. on va... j'ai Blanquette de Limoux, en fait, ancestrale, oui, me semble. Je pense que tu as raison. Blanquette de Limoux. Hey, Holy shit. OK, on mérite notre diplôme. Tokubatsu, that's the word. Tokubatsu. Tokubatsu, OK. Donc, Tokubatsu, ça veut dire spécial. Donc, c'est fait en style spécial. OK. Fait que si on voit Tokubatsu sur une étiquette, ça veut dire méthode spéciale. Exact. Et ça veut dire que probablement, on va trouver un petit peu plus d'acidité en dedans. Puis Nama, c'est spécial. C'est Nama, ça veut dire pas pasteurisé. Nama, c'est pas pasteurisé. Exact. Mais c'est là, si on trouve des Nama à Montréal, honnêtement... Bonne chance. C'est juste, si le saké n'est pas pasteurisé... C'est limite dangereux. C'est les chances que la bouteille n'est pas bonne, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. OK. J'ai le goût qu'on s'attaque au mythe ensemble. Parlons service, température de service. Température de service. Comment on boit un saké? À quelle température on le boit? Donc, on a chaud, froid, température pièce. Quand on trouve température pièce, c'est juste room temperature. Super facile. Froid, on peut pousser ça à 12 à 16 degrés. Et pour chaud, on fait ça à 40 Fahrenheit ou 50. Okay. Si on est à 40, ça s'appelle Nurukan, qui est un petit peu moins chaud. Et à 50, ça fait Atsukan, qui est un petit peu plus chaud. À translate en saké, si on trouve du saké avec une belle acidité, premièrement, si on boit un vin blanc à température pièce, ça commence à être extrêmement chaud, extrêmement comme acidique. Et le sucre, c'est comme le sucre, c'est super apparent. Je sais pas si t'as jamais vu un Coke en température pièce. Ça fait longtemps que j'ai pas bu un Coke tablette, je vais être honnête. Un Coke température pièce, ça goûte comme du sirop. Ah, OK. Et c'est pas intéressant. donc, à translate ça en saké, ça augmente le sucre, ça augmente l'acidité. Donc, si on trouve un bel niveau de sucre et un super bel niveau d'acidité, peut-être on peut le faire plus chaud pour comme pousser le sucre et pousser l'acidité. On veut accentuer ça. Exact. Parce que le saké, c'est pas comme le vin où les notes sont comme super intenses. C'est vraiment plus muted, c'est plus délicat. Donc pour les sakés plus acidiques, plus de sucre, on veut les chauffer. Donc, usuellement, c'est en Jose Junmai qu'on peut les chauffer. Après ça, sur la côté Daiginjo sont beaucoup plus délicats, plus floral fruité. Donc, on nécessairement veut garder les notes florales fruitées ou si on les réchauffe, ça peut détruire les notes délicates. Puis de mémoire aussi, les notes umami, terreuses un peu, ça s'augmente avec la chaleur. Exact, c'est ça. Ça augmente avec la chaleur. Par exemple, un viande. Ouais. Si on mange ou champignons, par exemple. Si on mange du champignon à température pièce, c'est moins umami que si on le cuit. On le fait chauffer. Exact. Et aussi, gros hot take. Hot take. Tout le monde pense que du saké chaud, c'est beaucoup plus bas gamme que du saké froid. Ouais. C'est absolument pas le cas. On a des sakés chauds qui sont extrêmement haut de gamme.
J'ai des bouteilles qui sortent à 150-200 piastres au ouais, resto et on a des Daiginjo on peut sortir à 60 piastres. Donc, c'est pas un question de c'est une question de style, en fait. C'est vraiment une question exact de style. Il y a des régions en Japon qui sont spécialisées en Wagyu et Kobe. Ben oui. Donc, obviously, les sakés vont être plus savoureux, plus intenses en acidité. Donc, eux, ils ont des sakés extrêmement haut de gamme en saké chaud. Umami et tout. Umami intense. Ben oui, ça fait full de sens. Un gros exemple que je dis à tout le monde, le omachi, parce que l'omachi, on l'entend partout. Omachi, c'est une saké qui se boit chaud. Typiquement, se boit chaud. Et extrêmement haut de gamme. Donc, quand on va au resto, c'est pas... Je dis toujours aux clients... nos clients nous disent toujours je veux pas le cheap stuff, donne-moi du saké froid. Et nous, on dit si tu veux quelque chose, si vous voulez quelque chose quand même haut de gamme, mais tu veux rester en chaud, attends, laisse-moi amener quelque chose pour vous goûter. Mais du saké chaud quand même, on peut trouver des sakés chauds super haut de gamme, super palatable, vraiment belles. Ça veut pas dire. Ça veut rien dire. Ça veut pas dire. Puis si t'avais. Y a-tu un autre mythe que tu te fais souvent dire par tes clients? Un autre mythe. Un autre mythe que du saké est toujours bu en shot glass. En Japon, ça s'appelle des choko. En compétition, ça s'appelle ochoko. Ce sont des shot glass qui sont un petit peu plus gros. En Japon, il y a toujours des compétitions où toutes les brasseries amènent leur meilleur saké. Vraiment extrêmement haut de gamme. C'est rare que les sakés de compétition vont sortir les brasseries. Usuellement, les brasseries font des sakés juste pour des compétitions. Compétitions. Mais en compétition, on utilise des ochoko qui sont des shot glass qui sont comme plus gros. Mais les gens pensent toujours, OK, on boit du saké en shot glass, saké chaud, saké froid. Mais du saké, quand c'est bu comme le vin dans un verre de vin ou dans un format un peu plus gros, on peut mettre... les notes sortent un peu plus, les arômes. Donc, nous, au restaurant, on sert tout en verre de vin. Il y a d'autres façons de servir du saké. On trouve comme, par exemple, le masu. Le masu, c'est le boîte, le box en scène. Mais c'est une des plus grosses discussions qu'on a avec nos clients quand ils nous disent donne-moi une shot glass, on est comme t'es sûr Mais c'est quand même le fun parce que ça démystifie un peu aussi à la maison quand on achète une bouteille. On n'est pas obligé de s'équiper là, en shot glass ou en boîte ou quoi que ce soit. On peut prendre le verre de vin. Puis verre de vin, c'est autant efficace sinon plus en fait. Exact, c'est ça. Puis le chaud, tu le sers dans la coupe aussi? Ou on sert ça aussi en verre de vin. Parce que nous, on n'aime pas de servir nos sakés comme en brûlé, tu sais. Non, ça, c'est un autre mythe. Des fois, nos clients veulent du saké qui est comme... Mets-le dans le micro-ondes pour 15 minutes. C'est comme... On veut pas le boire on veut pas brûlé. Le brûler. C'est juste de chauffer le saké assez pour qu'on peut trouver les notes umami et pour sortir ces notes. Quand on boit quelque chose comme un thé, c'est... You know what I mean? There's tea for a reason, you know? C'est intéressant. Vraiment. Donc là, si on a suivi les tendances des dernières années, là, avec la conversation, on a eu le vin orange, on a le vin nature, puis là, la prochaine, c'est le saké, selon on est en primaire, la gang. Mais là, on a fait quand même un bon tour. Là. Il y a beaucoup de choses à retenir. Là. Il va falloir, oui. Il faudrait quasiment qu'on te reçoive pour une deuxième épisode. Part 2. Et là, on a parlé vraiment du saké en général, mais là, toi, Tine, dans les prochains mois, ou tu sais quoi, tes futurs projets, on te voit où? Maintenant, 100%, on est sur Mikado. On fait des grosses rénovations. Check ça. Oui. Mais donc, c'est 100% sur Mikado, mais on a d'autres projets en mind, en ouverture. Sur la côté éducation, je commence à vraiment embarquer sur la côté éducation. Ça aide pas juste Mikado, mais ça aide toute la culture de saké en Montréal. Je travaille avec d'autres sommeliers en Montréal aussi qui sont super talentueux. Mais c'est vraiment ça, les projets. C'est vraiment juste Mikado, éducation, améliorer the knowledge. Une cuvée maison. Pratiquer le français. Ça pourrait être cool.
Puis pour finir, là, monsieur, madame, tout le monde, on veut s'acheter une bouteille de saké. Est-ce que si on a que la sac comme option? Ou... Si vous allez au SAQ, Black and Gold, toujours un fan favorite. Les bouteilles sont jeunes, faciles à boire. On trouve des notes lactiques, super frais. Moi, je dirais de le boire extrêmement froid. Pas extrêmement froid, pas comme frigo froid, comme congélateur froid, mais assez froid. Mais si vous avez le chance de trouver le Dewa Sanato à la SAQ, c'est une saké qui est importée par Métropolitain. Ça vient de Yamagata, fait avec un grain de riz qui s'appelle le Dewa Sanato. Yamagata commence à vraiment mettre leur footprint dans le monde de saké avec leurs 3 riz, Yukimigami, Dewa Sansan et Dewa Sanato. Dewa Sanato, c'est style Junmai, mais ça boit vraiment comme du vin. C'est une vraiment, vraiment belle bouteille. Celle-là, c'est toujours accessible à SAQ. Mais quand il sort sur la SAQ, c'est vraiment difficile de trouver parce que ça part right comme away. des petits pains chauds. Exact. Mais si vous venez à Mikado, parlez à un de mes serveurs. Moi, je suis toujours là. Donc, moi, je peux toujours trouver une bouteille parfaite. Pour vous, nous, on garde plus ou moins toutes nos bouteilles ouvertes. Donc, ça se garde combien de temps? Quand on ouvre une bouteille, comment on fait pour la préserver, ça se garde combien de temps? Nous, on fait comme un vin, on fait comme le pump. Mais ça garde environ 1 semaine. C'est ça. Comme un vin. Oui, exact. Mais chaque case qu'on achète, on garde toujours une bouteille pour faire la dégustation du staff, mais en même temps, dégustation pour les clients. Moi, je suis vraiment comme... Moi, je fais des gros dégustations pour les clients parce que pour nous, c'est pas une question de faire l'argent. Je pense que maintenant, le monde de restauration, oui, c'est important de faire l'argent, mais comme en restauration, on fait des crazy markups sur tout et c'est moins accessible pour les clients. Mais en long term, peut-être je suis plus old school avec, mais en long term, ça aide à améliorer pas juste le business, mais pour la culture. Si on fait pas des immenses markups sur nos produits. C'est un investissement à long terme. Exact. Donc, nous, on fait des dégustations 5 verres, 6 verres des fois. Il y avait... moi, j'ai des clients qui boivent toujours en shot glass, mais on fait une grosse dégustation. On fait le même saké en shot glass, une en verre de vin, une pour voir la différence. Pour voir la différence, et ça vraiment change la différence. C'est cool, c'est intéressant. Parce que... je sais pas si vous avez parlé de ça, mais on goûte avec nos nez, tu sais. Ouais. T'sais, donc, si on boit avec un shot glass, évidemment, les shot glass sont faits pour les sakés à la table. Ouais. Donc, un peu plus buggant parce qu'on couvre le nez, donc ça le fait plus facile à boire. Usuellement, on commence à boire nos sakés en shot glass quand c'est 4 h du matin. Et, on fait l'after party. Ouais, donc c'est plus ou moins ça, mais si vous voulez mon recommandation via Mikado, on peut toujours vous aider à trouver quelque chose. Ah, génial. Bon, on va venir, c'est ça. C'est le fun, puis on encourage aussi tous nos futurs collègues à continuer à s'intéresser au saké. Oui, définitivement. C'est vraiment un monde intéressant pour eux quand tu commences à plonger là-dedans. Là, on est allé énormément en surface parce que c'est comme un rabbit hole quand tu commences à c'est une rabbit hole et quand même, ça va plus ou moins intense. Ouais. Mais la main chose de trouver, comprendre les catégories, comprendre les 4 ingrédients. Ouais. Si tu vas à la SAQ, c'est plus ou moins good. T'es bien équipé. Si on mange la viande, trouver un Junmai en Jozo. Si on mange du poisson, Genjoda Genjo. Super facile. Ça me même. Ouais, exact. Merci beaucoup, Tin. Oui, merci. On est vraiment content de t'avoir reçu. Puis merci à vous de nous avoir écoutés pour un 8e épisode. Ouais. On est vraiment contents. Oui. Puis on se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode de Sommelier en cavale. Un merci spécial à Tin Nguyen pour s'être prêté au jeu. À l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour son soutien. À Félix Herrera et Julie Bélanger de l'Espace Plus pour le soutien audiovisuel et toute autre tâche connexe. Justin Picard pour l'habillage sonore. Et Samuel Roy pour le graphisme.